Bienvenue dans Vox, la série de vidéos proposée par la Fédération patronale et économique. Vox, c'est la voix en latin, la voix que vous utilisez pour échanger, pour communiquer, la voix qui fait aussi partie de votre personnalité. Pour cette première vidéo Vox, nous allons à la rencontre d'une personnalité, d'une voix bien connue des Suisses romandes et des Suisses romands. Il s'agit de l'animatrice de Couleur 3 et de l'émission sur RTS La Première, Les Décodeurs, la fribourgeoise Marie Reilly. Bonjour Marie Reilly. Bonjour Pierre. Vous nous accueillez chez vous ici à Lovens. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous ? Le calme, la tranquillité. Moi j'ai grandi juste à côté à Onance et puis j'ai détesté ça quand j'étais ado parce qu'il fallait prendre le bus pour aller en ville, faire la fête. Et puis finalement j'y suis revenue et je suis bien contente que mes enfants puissent grandir dans cette tranquillité-là. Vous êtes une voix bien connue des romandes et des romans depuis plusieurs années déjà, sur Couleur 3 d'abord. Aujourd'hui s'ajoute encore une nouvelle facette avec l'émission Les Décodeurs sur RTS La Première. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'animatrice ? Moi j'ai une passion de la radio. Je suis passionnée de ce média-là, je pense qu'il a une longue vie devant lui et j'ai pas toujours voulu faire de la radio, ça m'est tombé dessus. C'est Dujac qui m'avait interviewé à l'époque. J'avais un blog sur la musique rock qui m'avait interviewé. Puis j'avais finalement découvert ce métier-là aussi parce qu'il m'avait demandé de faire des chroniques pour lui. Et je suis tombée folle amoureuse de la radio. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit je veux absolument faire de ma vie, de mon métier, de la radio. Et puis j'y suis arrivée un petit peu... par des chemins de traverse, mais avec vraiment la passion du service public aussi. Je veux dire que cette idée qu'on est un petit peu dans toutes les maisons, qu'on accompagne les gens, enfin on l'a vu pendant le Covid par exemple, on avait une mission d'accompagner les gens, et puis je suis très heureuse de pouvoir en faire mon métier aujourd'hui. Ça se prépare une émission comme celle-là. Comment on fait une émission réussie à la sauce Marie Reilly ? Moi, je vais fouiller très très loin pour voir à qui j'ai affaire. C'est vrai que j'aime pas du tout, par exemple, téléphoner à mon interlocuteur, à mon invité avant l'émission. Mais je vais essayer de voir tout ce que je peux voir sur lui, sur elle, que ce soit sur Internet, dans des journaux, dans des articles, des interviews qu'il aurait données à quelqu'un d'autre ou elle. Et puis, je me renseigne au maximum et puis ensuite, je laisse faire. Il faut que vraiment, on doit avoir cette rencontre qui se fait devant le public. Donc, même avant de commencer l'enregistrement de l'émission, j'évite d'aller trop leur parler. Des fois, on prend un verre avec les décodeurs, avec tout le monde avant l'enregistrement. Moi, je me mets un petit peu à part parce que ce que je trouve beau dans les décodeurs, c'est que le lundi, tout le monde entend que je rencontre quelqu'un. Et puis, tout comme nos auditeurs et auditrices, je rencontre cette personne et puis j'essaie de découvrir ce qu'elle a à dire. C'est ça qui est intéressant. Alors là, c'est, je dirais, le travail en amont. Oui. Il y a le côté enregistrement de l'émission. Il faut avoir du bagou, il faut une prise de parole assez assurée. Comment vous faites ? Est-ce que c'est inné ou ça se travaille aussi ? Je pense que j'ai une grande gueule depuis toujours, ça c'est sûr. Je viens d'une famille où il faut pouvoir donner de la voix. Et puis j'ai peur de personne, je dois dire, en termes de discussion ou de prendre ma place à table. J'ai jamais eu tellement peur de donner de la voix. Puis ça, je pense que ça m'est utile. Ça m'a été très utile au début dans les décodeurs parce qu'il y a quand même des personnalités qui sont là depuis 30 ans. Et puis moi, j'arrive dans cette équipe qui est presque une famille. Il fallait que je puisse aussi m'imposer, mais au travers de l'humour. Donc j'ai réussi à prendre ma place aussi en disant aux décodeurs, oui, c'est bon, là, taisez-vous, ou en faisant un petit peu des blagues, des vannes, en leur répondant. Et puis il y a une forme de respect qui s'est instauré parce que j'ai pris ma place naturellement en leur parlant comme ils me parlent. Il n'y a pas eu de problème de hiérarchie. Chacun sa place. Moi, je donne la parole, eux la prennent. Je crois qu'on s'est trouvés dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'il fallait avoir le courage de s'imposer au début. Il y a des moments où vous dites là, je vais trop loin, pas assez loin, où il faut contrôler un petit peu ce qu'on dit à l'antenne. Il faut beaucoup contrôler ce qu'on dit à l'antenne, aussi en dehors de l'antenne. C'est vrai que j'ai accédé à une position qui est quand même assez spéciale à la RTS, une position que je respecte énormément, c'est celle de porteuse d'image. Donc on doit faire attention à l'image qu'on donne de soi et puis de l'entreprise pour laquelle on travaille. Puis je fais très très attention à ça. C'est vrai que l'expression tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose, alors vraiment je l'applique tous les jours.
Mais c'est une belle école aussi, de prendre le temps, de réfléchir à ce qu'on va dire, de réfléchir à ce qu'on va faire. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'étais très impulsive, ça c'est quelque chose que j'ai dû calmer pour les décodeurs. Est-ce qu'on vit aussi avec l'idée qu'un jour tout peut s'arrêter, ou on pense déjà que tout peut s'arrêter? C'est sûr que se lancer dans une carrière radio en 2024, c'est un peu tendu quand même, parce qu'il y a tout un tas de nouveaux médias qui font leur apparition. Enfin, on voit aussi que les grands groupes de presse prennent des décisions qui ne sont pas tout à fait favorables à nos métiers. Donc c'est clair qu'on est tendu. Même moi, j'ai assez confiance. J'ai confiance en ce service public. J'ai l'impression qu'il est nécessaire. Et puis de toute manière, tant qu'il est là, moi je ferai mon métier. Puis après, advienne que pourra. Nouveaux médias, vous dites aussi, il y a les réseaux sociaux. Vous avez une vie active, très active sur notamment Instagram. Comment est-ce que vous gérez cette exposition aux réseaux sociaux? Moi, j'ai toujours été très présente sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que c'est aussi... J'ai du plaisir à donner un aperçu de ce qu'est ma vie. Je triche pas du tout. Je vois que les gens ont du plaisir à voir mes recettes, par exemple. Alors, je publie volontiers des recettes, je publie volontiers mes vacances. Je suis très contente de partager un petit instant de ma vie. Et puis, tant que ça plaît, je vois pas l'intérêt d'arrêter. C'est aussi une manière de montrer un petit à côté. C'est vrai que, alors je peux pas dire que je suis une personnalité très très connue, mais sur les quelques personnes qui me suivent, qui écoutent beaucoup la radio, qui entendent ma voix tous les jours, il y a un petit plus. En plus de la voix, ils ont accès, et ça c'est vraiment de ma volonté, mais ça fait des années que j'utilise aussi les réseaux sociaux pour développer d'autres aspects de ma vie professionnelle. Moi, ça m'a aussi, je pense que les réseaux sociaux m'ont permis d'accéder à la radio. Sans ça, j'y serais pas rentrée. Ouais, expliquez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que là, vous nous dites ce que ça apporte peut-être à ceux qui vous suivent, mais pour celles qui postent, comme vous, qu'est-ce que ça apporte un média comme Instagram ? Typiquement, quand j'étais mère au foyer, j'avais ce blog dans lequel je cuisinais les recettes préférées des musiciens que j'interviewais. Et c'est via les réseaux sociaux que j'ai pu faire connaître mon blog. Et puis que finalement, mon blog a été repéré par Duja, Patrick Dujani. Donc je pense que c'est aussi un bon moyen de se montrer quand on est... j'étais mère au foyer, donc j'avais pas de collègues à qui aller parler de mes projets. Et là, il y a une ouverture sur ce qu'on fait. C'est un bon moyen aussi gratuit de se montrer, de montrer son CV. Au moment où j'avais besoin aussi de retrouver un emploi, je pense que ça a été une porte ouverte. Ouais. Marie, vous êtes aussi une entrepreneure. Vous avez co-créé une entreprise ici dans le canton de Fribourg sur la thématique de la mort. Oui. Racontez-nous. Alors c'est un peu, c'est spécial comme entreprise. C'est une toute petite entreprise, mais c'est vrai que j'ai travaillé longtemps dans la communication. Et puis j'avais cette idée que je voulais aller un tout petit peu plus loin avec le savoir-faire que j'avais accumulé pendant toutes ces années dans la communication. C'est pas que j'ai pas aimé travailler dans la communication, mais on entend quand même beaucoup parler des bullshit jobs. Et puis je pense que le mien en faisait un petit peu partie. Donc je me suis dit, je vais donner du sens à ce que j'ai appris dans ces métiers-là. Et puis avec toutes les compétences qu'on avait, mon ami et moi, on s'est dit, on va se lancer dans la création de contenu, mais pour quelque chose d'essentiel pour moi, c'est d'aider les gens à faire leur deuil. Parce que moi, j'ai vécu des deuils assez compliqués entre la mort de mon fils, une semaine avant la mort de mon père, il y a 20 ans de ça. Et puis, j'ai fait mon deuil, ça a pris long. Et je me suis dit, là, j'ai une carte à jouer pour simplement donner une possibilité en plus à certaines personnes. Donc, on n'a pas du tout voulu désacraliser quoi que ce soit. Il y a plein de choses qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'au niveau des rites funéraires, au niveau du deuil, il y a beaucoup de choses qui évoluent en Suisse. Vraiment, entre aussi l'humusation qui commence à gentiment prendre sa place, qui n'est pas encore autorisée, mais qui va venir, l'aquamation, enfin, toutes ces nouvelles technologies qui permettent de ne plus être enterré dans un cimetière, par exemple. Nous, on voulait juste prendre l'avant le décès, puis que certaines personnes qui soient malades ou non puissent un petit peu décider ce qu'elles allaient laisser après la mort. Donc on crée du contenu, que ce soit des podcasts, des livres de cuisine, des petites cartes avec des instructions de quand penser à une personne qui est décédée et comment. Et puis on a fait des magnifiques projets pour quelques personnes. C'est vraiment quelques projets par année. On y passe beaucoup de temps parce que c'est des projets qui sont intenses, émotionnellement aussi. Mais je suis très, très fière de cette entreprise parce que pour les quelques personnes avec qui on a travaillé, il y a vraiment un côté qui a tellement de sens
Nous, on s'était fixé l'objectif d'aider une personne, on en a aidé un petit peu plus. Donc, pour le moment, tout roule. Voilà. L'aspect aussi d'être votre propre patronne, ça vous plaît, ça? Pour cette entreprise-là en particulier, on n'a pas une vocation économique gigantesque. Hein. C'est vrai qu'on ne fait non plus pas beaucoup de publicité. Enfin, voilà, j'ai pas créé cette entreprise pour en vivre, mais c'est vrai que de pouvoir gérer de A à Z ce qui se passe dans une toute petite entreprise, il y a un côté très, valorisant. Aussi de pouvoir montrer à mes enfants qu'on peut simplement avoir une idée et puis la concrétiser, aller jusqu'au bout. C'est important, moi, spécialement pour ma fille, qu'elle voit que tout est possible. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus cet aspect de je crée quelque chose, j'ouvre une entreprise, si ça ne marche pas, c'est pas grave, j'en créerai une autre. Chez nous, on a un peu plus peur, j'ai l'impression. Puis je me dis, il y a plein de jeunes qui ont des très très bonnes idées. Il faut qu'ils se lancent, il faut qu'ils essayent. Et puis après, tout se modifie, tout peut prendre une nouvelle forme. Parfois, on a une idée, puis tout d'un coup, à la fin, c'est tout autre chose qui prend forme. Mais il y a tellement de possibilités, il faut que les gens se lancent. La Fédération patronale et économique soutient les entreprises dans le district de la Gruyère et de la Veuvez. Est-ce que ça vous semble important que de telles associations viennent justement en soutien aux entreprises fribourgeoises ? Alors, je pense que tout soutien aux entreprises fribourgeoises est le bienvenu. Et puis, je pense que c'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs de se rencontrer. Et puis, plus ils se rencontrent, plus ils sont ensemble, plus le réseau se crée, moins il y a de boulettes qui arrivent. Si je peux le dire comme ça, j'ai l'impression qu'il faut que les gens parlent beaucoup plus de leurs erreurs, mais aussi de tout ce qu'ils ont fait de juste, et puis qu'ils le partagent. Puis, à mon avis, là, ça a du sens, d'avoir des associations qui fédèrent un petit peu tout ça. On dit souvent, le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi un parcours semé d'embûches. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés pour mettre en place votre entreprise? Et puis si oui, de quelle manière vous les avez peut-être balayées? Comment vous avez surmonté ces difficultés-là? Alors, tout ce qui était de faire la communication, le graphisme, tout ce qui était identité visuelle de l'entreprise, ça je savais parfaitement faire. Tout ce qui était du côté financier, comment payer mes impôts par rapport à cette entreprise, comment gérer, est-ce qu'il faut faire une SA, une SARL, tout ça, je n'avais aucune idée. Je me rappelais très légèrement de mes cours à l'école, mais c'était compliqué. Donc j'ai pris des conseils auprès d'amis entrepreneurs qui ont déjà fait ça, et puis petit à petit on se fait moi j'ai un réseau, et puis je pense que là le réseau est très très utile, puis il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide et puis de dire je ne sais pas. C'est pas grave, hein, on n'est pas tous nés entrepreneurs, de simplement aller chercher un avis, chercher un conseil, ça aide. J'ai par exemple demandé à quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres s'il pouvait m'accueillir pour que je vois comment ça se passe. Il m'a accueilli, je suis allée faire une levée de corps avec lui, dans le respect total de cette personne, pour voir comment ça fonctionne, jusqu'au bout. Parce que nous, on s'occupe d'avant la mort, mais la mort est là, donc je voulais me tester aussi, voir si j'étais capable d'aller au plus près de la mort. Et cet ami qui a son entreprise m'a accueilli, et puis il a été content de partager. J'empiète pas dans son métier, il était aussi content que de nouvelles choses se créent. Donc le réseau, je pense, est essentiel. Ouais. Il y a beaucoup de très bonnes personnes. En Suisse aussi, dans le canton de Fribourg, je pense qu'il y a de quoi faire, hein, franchement. Les rencontres, ça joue un rôle capital. Complètement. Moi, j'ai longtemps travaillé dans les bars à Fribourg, et je pense que mon réseau s'est forgé ici. J'ai adoré être serveuse, et puis ensuite j'ai même pris quelques fonctions de manager dans certains bars où j'ai travaillé, et de rencontrer très régulièrement les mêmes personnes, de pouvoir parler avec, d'échanger. Je peux maintenant appeler tout un tas de personnes pour demander un conseil. Puis c'est des gens que j'ai simplement croisés autour d'un verre. Donc partout, les rencontres se font partout, au marché, au bord d'un terrain de foot, en faisant ses commissions. Il ne faut pas avoir peur de saisir des opportunités, de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je me suis fixé un objectif il y a bien longtemps, c'est de dire une gentillesse à au moins une personne tous les jours. Mais en faisant ça, j'ai rencontré tellement de monde, parce que de simplement faire un compliment à quelqu'un qu'on croise sur un parking, en faisant ses commissions, il peut naître une relation de sortie de nulle part, et puis on rencontre des gens, franchement, qui ont des choses à dire. Ouais. Du bar où vous avez travaillé à la cuisine il n'y a qu'un pas, vous avez aussi ce talent d'être un vrai cordon bleu. J'ai vu sur votre profil Instagram que vous aimez bien cuisiner les produits du terroir, vous aimez bien aussi le côté tradition, bénichon. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet aspect terroir, justement ?
Je pense qu'on a tellement de choses autour de nous et puis que parfois on va un petit peu trop loin pour voir ce qui s'y passe. Et puis moi, j'ai besoin d'ancrer aussi mes enfants de là où ils viennent. Ils sont à moitié anglais. Donc j'ai fait aussi ce travail-là pour leur côté british. Hein. Je cuisine des recettes terriblement britanniques pour qu'ils comprennent d'où ils viennent, parce qu'à mon avis, la gastronomie, les produits locaux, ça permet de savoir d'où on vient, pourquoi on fait ce qu'on fait, et puis à peu près où on va, à peu près. Hein. Mais de faire la bénichon chez nous chaque année, d'aller voir des producteurs locaux, de comprendre à quelle saison poussent les poires à botti, en fait, en faisant une bénichon, on comprend le tissu local, le tissu économique fribourgeois, et puis ça vaut la peine de s'y plonger chaque année. On voit aussi les changements, ne serait-ce que climatique. Quand je parle des poires à botti, il faut des fois se méfier. D'année en année, on n'en trouve pas forcément comme on voudrait. Mais pour moi, la cuisine, c'est apprendre à se connaître complètement. Ouais. Pourtant, Marie, avec votre look très rock and tattoo, on ne vous voit pas trop porter le dzakillon. Pourtant, c'est un habit traditionnel que vous aimez revêtir. Pour quelle raison ? Déjà, je pense qu'on peut le porter, le dzakillon, avec des baskets et c'est cool. Et puis qu'on peut réactualiser toutes les traditions. Une tradition, elle est aussi faite pour être empoignée et puis pour évoluer. Donc là, j'ai fêté mes 40 ans. Ma grande sœur est venue chanter avec une chorale. Ils ont chanté tous les chants traditionnels du canton de Fribourg. Elle était en dzakillon, ils étaient en bredon. On a pleuré, on a tous pleuré. Parce qu'il y a ce côté aussi qui prend aux tripes quand on revient de là où on est. Et je pense là à toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de retourner de là d'où elles viennent ou qui n'y ont jamais vécu. Et je pense qu'il y a un côté qui est sain aussi, de même en Suisse par exemple, pouvoir faire vivre des traditions qui viennent d'ailleurs. Moi j'accueille les traditions de partout, celle-là c'est la mienne. Ma grand-mère est née au fond du lac de la Gruyère, j'ai été élevée avec ça, mais toutes les traditions sont magnifiques. Mes enfants, eux, ils sont malheureusement très britanniques. Jusqu'au football, ils vont plutôt supporter l'équipe d'Angleterre. On va accueillir les traditions anglaises. Mais je trouve que c'est beau. Toutes les traditions sont magnifiques et puis elles évoluent. Donc même avec des tatouages, on peut porter un dzakillon. Il y a un autre habit que vous aimez bien revêtir, c'est celui de bénévole. Vous travaillez pour le club de football de votre commune. Vous teniez à nous faire visiter la buvette d'ailleurs. On y va ? Oui, volontiers. Marie, vous êtes très impliquée dans le club de football de votre commune. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans cette activité-là ? Alors déjà, premièrement, parce que tous mes enfants jouent au foot et mon ami aussi. Donc je suis la plupart du temps au bord des terrains. C'est très prenant quand même. Hein. Les mamans du foot, c'est pour les grands 2 entraînements par semaine et puis le petit 1 entraînement et puis des matchs tous les week-ends. Donc le samedi, j'ai 3 matchs à aller regarder au minimum. Et puis je me suis dit, quitte à être au bord du terrain, autant de nouveau mettre mes compétences un petit peu à disposition. Parce que je trouve que c'est important, quand on a des compétences, de rendre à un moment donné. Alors tout le monde ne peut pas, on a des emplois du temps qui sont super chargés, on a parfois aussi de la fatigue qui se met en place, on est tout le temps en train de bosser, tout le monde est en train de bosser, mais pour celles qui peuvent, je trouve que c'est important de rendre à un moment donné. Moi j'ai choisi de rendre comme ça, en m'engageant dans le club de foot du village. Le bénévolat, vous venez de le dire, c'est donner beaucoup de temps gratuitement pour une association. Qu'est-ce que ça rapporte à la personne qui donne de son temps ? Alors déjà, un sentiment d'être utile, en fait, parce qu'à un niveau très très local, on peut se rendre utile. Pour moi, un club de foot dans un village, ça a une vraie utilité pour les jeunes. Déjà, nous, on a 343 juniors qui sont donc occupés 2 fois par semaine et puis tous les week-ends. C'est 343 juniors qui font du sport, qui font peut-être pas de bêtises après l'école parce que les soirs où ils n'ont pas le foot, ils doivent faire leurs devoirs. On a une vraie utilité au niveau de la jeunesse. Pour le village aussi, c'est une vie villageoise où tout le monde va se croiser et puis tout le monde de toutes les couches sociales. Sur le terrain, par exemple, chez nos seniors,
on a peut-être un maçon qui va jouer dans la même équipe qu'un banquier. Et puis moi, de voir ça, je trouve que c'est vraiment le fondement même d'une vie villageoise. Et puis c'est vrai qu'à titre personnel, je connais beaucoup plus de monde, même en ayant grandi ici, je connais beaucoup plus de monde maintenant que je suis investie dans ce club de foot. Je croise tout le monde, on se salue. C'est vrai qu'on fait pas mal d'apéros, on va voir les matchs, on encourage notre équipe. Et puis à titre personnel, moi, je trouve que je m'inscris beaucoup plus dans mon village qu'avant. C'est là qu'on rencontre les vrais gens, celles et ceux qui font la vie du village. Oui, parce que moi, je donne du temps pour la communication. Il y en a, ça fait une année, il y a des gens qui sont dans beaucoup de sociétés, qui sont peut-être dans la fanfare, qui ont été dans la jeunesse, qui vont s'occuper d'un prochain giron et qui sont dans le club de foot. Et ils donnent de leur temps depuis toujours, depuis qu'ils ont 16 ans peut-être. Ils donnent du temps pour leur village et puis j'aime bien passer du temps avec eux. Et puis des fois, on a des vues totalement opposées et puis on arrive quand même à fonctionner ensemble. On se découvre des points communs. Il y a une ouverture d'esprit, je trouve, et puis d'aller vers l'autre, de partager, c'est vraiment hyper important pour tout le monde. Quand on vous suit un petit peu dans ces 1001 activités, on a vraiment le sentiment que vous menez de front plusieurs carrières. Alors animatrice, mère au foyer, cette activité bénévole ici pour le club de football. Comment vous faites pour gérer tout ce temps, toutes ces activités? Quel est peut-être le secret pour mener à bien toutes ces activités-là? Alors, secret, je ne sais pas. Je me suis beaucoup calmée, déjà. Il y a eu des périodes de ma vie où, franchement, je n'avais pas une minute à moi. Puis je pense que je faisais un petit peu exprès. Des fois, quand je suis face au vide, moi, je suis une angoissée. Et le vide m'angoisse. Donc, plus j'ai des choses à faire, mieux je me sens. Mais ça, c'est moi à titre personnel. Et puis, parfois, j'ai aussi des élans de procrastination. Plus j'ai de choses à faire, moins je vais les faire. Et puis, en une journée, tout est fait. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cet état où on panique face à l'agenda qui se remplit. Et puis, tout d'un coup, on s'y met. Et puis par magie, tout rentre dans l'ordre et puis tout est fait. Pour moi, c'était vraiment l'idée que je voulais aussi que mes enfants voient qu'on peut faire 1000 choses. Enfin, j'ai besoin d'être active tout le temps. J'ai une mère qui est complètement hyperactive aussi. Et puis, de donner de son temps, de s'occuper. Et puis, la vie passe si vite. Enfin, je trouve qu'il faut faire un maximum de choses. Mais ça, c'est pour moi. Il y a des gens qui sont très bien à juste faire du jardinage. Des fois, je les envie. Vraiment. Par à la bonne humeur, vous carburez à quoi? Aux rencontres. Moi, j'aime rencontrer les gens, puis j'aime parler avec eux. C'est aussi pour ça que je fais le métier que je fais, parce que les décodeurs, on va rencontrer tout le temps tout le monde, et puis on est beaucoup plus dans des buvettes de foot et des clubs de gym de village que dans des salles d'opéra, qui me conviennent aussi. Mais moi, j'aime aller rencontrer des gens que je rencontrerais peut-être pas forcément autrement, et je saisis toute opportunité de rencontrer quelqu'un. C'est vrai. En tout cas, Marie Riley, merci infiniment pour cet entretien très très inspirant. Merci à vous pour cette rencontre. Et puis engagez-vous dans votre club de village, dans la gym, dans la fanfare, faites quelque chose. C'est la fin de ce premier rendez-vous Vox. J'espère qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager et à nous faire part de vos commentaires. La Fédération patronale et économique vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.